Toi, je te propose qu'on débute, mais les suivants arriveront en cours de route. Bon, allons-y. Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce webinaire sur l'acculturation à la donnée, comment construire sa feuille de route. N'hésitez pas à poser vos questions en levant la main. Vous avez une petite main en bas de votre écran. Donc voilà, on sera un plaisir de vous donner la parole. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée donc d'Antoine Brouder, qui est Head of Consulting chez Limpida. Antoine, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, bonjour à tous et déjà merci d'être là. Donc, je m'appelle Antoine, vous l'aurez deviné. Ça fait quelques années que je travaille chez Limpida et je m'occupe plus en détail de notre équipe de consultants, dont la mission c'est d'accompagner nos clients sur leurs projets data de façon à en faire des succès. Super, merci beaucoup Antoine et moi-même, donc Marie de Lévrotte, responsable marketing chez Limpida. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on rentre peut-être dans le vif du sujet en partant du constat qu'on a fait auprès de nos prospects, de nos clients et qui nous ont amenés à faire ce webinaire. Antoine, je te laisse commenter. Ouais, allons-y. Donc, on a constaté plusieurs choses qui font que le rapport à la donnée est parfois compliqué pour nos clients, nos prospects, qui est dans un premier temps déjà une certaine culture de rétention. On a remarqué que certaines équipes n'ont pas spécialement envie de partager leurs données, ce qui évidemment va limiter la transparence aussi par peur de fausses interprétations, de fausses modifications. On a vu de façon plus globale aussi une fragmentation qui est souvent aussi la suite d'une certaine dette technologique, c'est-à-dire que comme les différentes équipes ne travaillent pas forcément toutes sur le même outil, bah, du coup, on peut avoir des silos déjà techniques qui rendent compliqué le partage. On a également identifié une difficulté à trouver les cas d'usage pertinents, puisque on a tous des idées sur qu'est-ce qu'il faudrait faire, où est-ce qu'on pourrait améliorer. Mais par contre, de là à arriver sur quelque chose de concret, de tangible et bah, finalement de réalisable, sans méthodologie, ça peut s'avérer assez dur à faire. Mhm. On a senti également une crainte qu'un programme d'acculturation puisse entraîner une charge de travail, ou une augmentation plutôt de la charge de travail. Ce qui, dans un premier temps, est bien évidemment le cas, parce que si on ne le fait pas, on n'a pas de charge. Si on le fait, bah, on en a parce qu'il faut y passer du temps. En revanche, c'est plutôt à considérer, je pense, comme un investissement qu'une nette augmentation, parce que le temps qu'on y met au début, on va le regagner par la suite, parce qu'on aura justement créé un référentiel commun, une entente, et on va regagner le temps qu'on aura investi par multiples par la suite. On a également remarqué un manque de soutien de la part des dirigeants, et pareil, des responsables data qui n'existent pas partout. Pourquoi? Parce qu'assez souvent, vu de la fenêtre du dirigeant, finalement, il n'y a pas de problème. Comme beaucoup de collègues vont se démunir et on va dire gommer les soucis data par un effort supplémentaire, en fait, vu de la fenêtre du dirigeant, ça fonctionne. En plus, une grande partie des collaborateurs étant qu'un cadre, on ne se rend pas non plus compte d'une accrudescence des heures supplémentaires. Donc parfois, c'est assez dur à voir que, en fait, il y a certains collaborateurs qui mettent un effort assez considérable pour justement, on va dire, contrer des dysfonctionnements. Et pour finir, bah, tout le monde a beaucoup de difficultés à définir des KPI tangibles pour mesurer le succès des initiatives data parce que justement, le sujet est assez vaste et assez large. Et donc, il est important de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut mesurer entre aujourd'hui, quand on a commencé, et bah, dans quelques temps, quand on a fini. Est-ce que, un, ça a bougé? Donc, si ça a bougé, déjà, c'est bien. Et si en plus ça a bougé dans la bonne direction, c'est encore mieux. On reviendra d'ailleurs à la fin de ce webinaire sur des exemples concrets de KPI à mettre en place. Merci beaucoup Antoine. Et du coup, bah, on peut peut-être redéfinir ce que c'est l'acculturation data, parce qu'on peut tous avoir une vision ou une définition différente, mais comme ça, on part tous sur le même piédestal. Vas-y Antoine, je te laisse. La culturation data, ou peut-être aussi la culture des données, en fait, ça vise à améliorer, à renforcer la compréhension et la maîtrise de qu'est-ce que c'est une donnée et surtout où est-ce qu'elle se situe au sein d'une organisation. Donc, qu'est-ce que je veux dire par la partie au sein d'une organisation? C'est qu'en fait, vos sociétés sont toutes différentes, évidemment. Vous avez des business qui peuvent se ressembler, mais dans l'absolu, à la fin, une entreprise, c'est la somme aussi des femmes et des hommes qui la font. Et donc, la data à l'intérieur de ça, bah, elle peut aussi être comprise de manière différente d'une société à l'autre. Donc, dans un premier temps aussi, cet enjeu d'acculturation, ça vise à faire en sorte que si on parle data, bah, on parle tous de la même chose. On n'est pas sur un référentiel qui serait hétérogène, ce qui évidemment rend difficile ce qui rend difficile la compréhension. Et on s'entend justement sur comment est-ce qu'on travaille avec, quels sont nos grands principes. Et du coup, bah, l'acculturation, finalement, c'est le process de formation et la mise en place d'outils qui va justement permettre à tout le monde de monter en compétence sur le sujet de façon à pouvoir travailler efficacement ensemble.
Mmh, super, merci beaucoup. Donc maintenant qu'on a défini tout ça, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet et définir un peu les différentes étapes clés pour construire en fait ce programme d'acculturation à la donnée. Ouais, donc du coup, le titre le dit assez bien, on parle d'une feuille de route. Donc moi, ça me fait toujours penser à un GPS où aujourd'hui, je suis à un point A, je rentre l'adresse du point B et il va me dire comment y arriver. Et ben là, en fait, c'est le même principe, puisqu'on va commencer par identifier aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Est-ce que la data, pour nous, c'est quelque chose de super flou et finalement, on fait nos factures sur des feuilles papier? Je pense que ça ne doit plus trop exister, mais sait-on jamais. Ou est-ce qu'au contraire, on s'appelle Google et finalement, il n'y a plus rien qui se passe sans qu'il y ait des datas quelque part? Donc, ce qui est important au début, et sans se mentir, c'est justement d'identifier où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on est déjà bien avancé dans le trajet? Est-ce qu'on en est au tout début? Est-ce qu'au contraire, on n'est peut-être même pas au courant que c'est important? Ça aussi, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Et la deuxième étape, ça va justement de définir cette vision commune dont j'ai parlé auparavant, qui va consister à dire, pour nous, la data, déjà, qu'est-ce que c'est? Quelle est la valeur qu'elle peut nous ajouter? Où est-ce qu'on peut en trouver? Où est-ce qu'on en produit? Peut-être aussi quels sont les risques liés à la data, parce que selon le business que l'on a, on peut aussi avoir des données extrêmement sensibles qu'il faut absolument protéger. Donc, je pense par exemple d'un côté aux données personnelles, d'un autre côté aux données en recherche et développement qui sont évidemment extrêmement précieuses. Et une fois qu'on sait globalement où est-ce qu'on est et finalement où est-ce qu'on a envie d'aller, puisque la vision commune, ça va être le fameux point B de mon exemple de GPS, on va commencer par identifier les populations cibles. Pourquoi? Parce que bah, on n'est pas tous faits de la même manière et surtout on n'a pas tous le même métier. Donc le one size fits all, c'est quand même compliqué, surtout dans un sujet où on a envie de créer de l'adhérence et de faire monter les gens en compétences. Donc on va essayer justement d'identifier les différentes populations et quel est eux leur rapport à la data. Est-ce qu'on parle d'utilisateur? Est-ce qu'on parle de data owner? Et comment est-ce qu'on peut justement essayer, en suivant l'étape 4 qui est la création de leviers d'apprentissage, d'adapter en fait le chemin aux populations ciblées. Et en termes de maturité, c'est-à-dire qu'une équipe de data engineer, je ne vais pas commencer par leur expliquer ce que c'est la donnée. Ça, j'ose espérer qu'ils le savent, sinon ils ne sont pas à leur place. Tout comme à l'inverse, par contre, bah, quelqu'un qui vient tout simplement de commencer dans l'entreprise, on va peut-être pas essayer de lui apprendre à faire du machine learning tout de suite. La suite, ça sera d'élaborer un plan de communication, parce que le savoir-faire, c'est très bien, mais le faire savoir, c'est tout aussi important. Où le but, c'est justement aussi de clairement montrer l'ambition du programme, de communiquer dessus et d'essayer d'engager un maximum de personnes, de façon à ce que justement, on sème une graine qui, elle, par la suite, aura la capacité à pousser. Parce que le but, évidemment, c'est pas de faire une formation par semaine sur 10 ans, parce que là, on va pas forcément y arriver. Le but, c'est justement de commencer, de planter quelque chose et de faire en sorte que par la suite, bah, la communauté sache ensemble grandir et appliquer ce qui aura été appris. Et puis à la fin, on va essayer de mesurer l'impact du programme. Sur les KPI, on en parlera un peu plus tard, dans le but justement de se dire, est-ce que ce qu'on a commencé, ça porte ses fruits? Parce que si ça n'en porte pas, autant essayer de changer un peu la trajectoire, toujours dans le but d'y arriver et d'y arriver sans gaspiller de ressources. Mmh, très clair, merci beaucoup. Et du coup, on va peut-être s'attarder sur les populations cibles. Comment on va cartographier les différents acteurs? Parce que dans une entreprise, on va avoir, du top management, on va avoir des collaborateurs qui vont être des utilisateurs de la donnée, d'autres plutôt experts et cetera. Donc comment on les classe? Donc, dans les acteurs, bah, alors la liste, elle est certainement pas exhaustive, mais je pense qu'elle donne un bon panorama. On va globalement avoir trois catégories, hein. On a les acteurs, donc ceux qui sont aux manettes. On va avoir des relais, donc bah, des personnes qui sont, on va dire, là pour faire en sorte que l'information prenne la bonne trajectoire. Et puis à la fin, on a les bénéficiaires qui tout simplement sont en fait toute personne qui est de près ou de loin en lien avec la société qui va s'intéresser à la culture data. Donc, si on fait un zoom sur les acteurs, bah, on va avoir tout simplement l'équipe projet qui va justement être là pour réaliser le projet. Donc là, idéalement, on va avoir bah, des gens qui sont déjà experts, mais aussi des experts métiers pour faire en sorte que on ne perde pas le nord et qu'on ne parle pas que data, mais qu'on reste toujours très proche de notre business. Et dans les acteurs, Plutôt des externes, des internes? Mmh, je dirais que ça va question dépendre mince. et de la taille de la société, mais aussi des enjeux. Je pense qu'une solution hybride peut être intéressante. Parce que simplement de l'interne, on a toujours un peu le risque d'être aveuglé par l'appartenance à la même société depuis longtemps. Si on ne prend que des externes, bah, on va perdre de la connaissance parce qu'ils sont forcément moins dans le bain. Donc je dirais que dans la mesure du possible, faire un mélange, ça peut avoir un grand intérêt parce que justement, on va pouvoir confronter une connaissance intime de notre société
avec du coup en fait un regard extérieur de quelqu'un dont c'est le métier et qui va peut-être aussi avoir des visions qui en interne auraient du mal à émerger. Mmh. Et après, du coup, on va retrouver également les sponsors slash le top management, souvent c'est les mêmes, mais ça peut aussi être différent, dont la charge, ce sera avant tout de communiquer la vision et l'importance de la culture data, parce que quelque part, on va quand même avoir besoin de quelqu'un qui porte cette ambition et qui la communique clairement, et qui, accessoirement, va allouer les ressources nécessaires, parce que sans ressources, on va nulle part. Vous le savez très bien, s'il n'y a pas de gasoil dans le plein, la voiture n'avance pas. Mmh. Dans les relais, on va retrouver quelque part le middle management qui fera le relais entre le sponsor et le reste des collègues, on va dire, dont le rôle, ce sera de soutenir les équipes, de communiquer les enjeux et aussi quelque part de veiller à ce que la mise en œuvre se passe dans les meilleures des conditions possibles, accompagné des champions data qui sont idéalement des collaborateurs volontaires qui disent j'ai envie de m'impliquer sur une donnée qui correspond ou sur plusieurs partie des données qui correspondent à mon département business, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de monter en compétences, et qui vont du coup, à l'intérieur des équipes aussi, être quelque part des facilitateurs de façon à aider aussi les collègues à monter en compétences. Et idéalement, si tout se passe bien, on va avoir beaucoup de collaborateurs volontaires, parce que justement, plus il y en a, plus la communauté grossit, plus la communauté grossit, du coup, plus on va pouvoir bénéficier des effets positifs. Et le programme devient autonome finalement et s'enrichit, Idéalement, le programme mmh. devient autonome et s'enrichit tout seul, on est d'accord. Mmh. Et à la toute fin, on va retrouver les bénéficiaires, qui sont dans un premier temps tous les utilisateurs de près ou de loin des données. Donc ça peut être les responsables qui mettent à jour les prix, qui n'ont plus besoin de vérifier si le prix est juste ou pas. Ça peut être vos collaborateurs, clients, partenaires. Donc si vous envoyez un catalogue sans devoir vous poser de questions, est-ce que tout est à jour? Ça veut dire aussi qu'il sera parti plus vite et que vous aurez par la suite moins de rappels parce que il y avait une erreur dedans. Et donc, de façon globale, si tout se passe bien, en fait, tout le monde, de près ou de loin, va profiter de cette accrudescence de la compréhension de la data au sein de l'entreprise. OK, super. Et il y a un outil qu'on utilise pas mal, au niveau marketing, c'est la définition des personnages. Je pense qu'on peut l'adapter également, à la cartographie des acteurs. Ah, tout à fait. C'est une approche qui va nous permettre notamment de dresser des profils types qui se veulent évidemment comme étant plus une estimation qu'une science exacte, on va dire, où le but, c'est justement de dire, en fait, quels sont à l'intérieur de mon entreprise les différents profils qui peuvent ressembler entre elles. Admettons que j'ai une équipe de développeurs, il y a de bonnes chances qu'ils soient pas encore dans la cinquantaine pour la plupart, qu'ils aient tous une forte appétence technique, ce qui va déjà me permettre de me dire, quelque part, peut-être qu'ils vont se ressembler aussi dans leur approche vis-à-vis de la data. Et idéalement, on va essayer, avec l'appui des ressources humaines, de dresser finalement ce SWOT quelque part qui sont les objectifs, motivations, obstacles et compétences. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre également d'adapter le parcours, de façon à faire en sorte qu'on leur propose quelque chose qui leur permette de remplir leurs objectifs, qui idéalement répond à leurs motivations et à leurs attentes. Et si tout va bien, on va même arriver à leur enlever les obstacles et les frustrations, de façon à faire en sorte que justement, on ne fasse pas le même parcours avec des data engineers qu'avec des comptables, et que tout le monde se sente à la fois impliqué et surtout se retrouve dans le parcours de formation, parce que sinon, ça va être très rapidement réglé. Au bout d'un quart d'heure, tout le monde sera sur son téléphone et on Mmh. va avoir perdu une grande partie de l'audience, Oui, on intègre vraiment ce parcours dans, leur charge de travail quoi, au quotidien, pour répondre au maximum, de façon à ce que ça leur à leurs apporte besoins. Mmh. et pas que ça leur semble être une charge ou Mmh. perte de temps. Très bien. Merci beaucoup Antoine. Du coup, on peut peut-être, parler des différents parcours par audience cible, donc les objectifs de chacun, mais également des exemples d'outils qu'on peut mettre en place, assez facilement. Donc, on va reprendre les trois catégories qu'on a vues auparavant, donc qui sont finalement du côté gauche les bénéficiaires. Au milieu, on va retrouver les relais, les facilitateurs et le top management, dans le but de dire justement, comme ces trois catégories de collègues ont chacune un rapport un peu différent à la donnée et surtout des enjeux différents, on va essayer justement d'adapter le parcours. On va commencer par le parcours tout public, on l'a appelé, dont l'objectif, c'est justement de faire en sorte de comprendre les concepts clés. Qu'est-ce que c'est la data? Comment on l'analyse? Comment on la travaille? Quelles sont les best practices pour éviter les erreurs? Parce que quelque part, ça nous est tous déjà arrivé, donc autant partager les bonnes astuces pour l'éviter.
Adapter une culture data-driven, c'est-à-dire, en fait, dans le meilleur des mondes, on prend tous des décisions orientées par la donnée, ce qui aujourd'hui est déjà le cas. Si je dois me déplacer à Paris, je sors mon appli, je regarde où je dois aller, et selon le temps et l'heure à laquelle je dois arriver, je prends ma décision basée sur des données qui vont me donner une indication de comment je dois me comporter au mieux. Pourquoi ne pas adopter ça aussi dans notre vie professionnelle? Et le troisième objectif, c'est d'en faire des data citizens, donc en fait, des collaborateurs qui par la suite vont porter cette vision et aussi en parler à leurs collègues. Parce qu'évidemment, admettons qu'on ait une société de 1000 personnes, on ne va pas les former tous en même temps, ce serait assez compliqué logistiquement parlant. Mais idéalement, on va réussir à en faire des ambassadeurs de façon à ce que le message puisse aussi être relié à l'intérieur de l'entreprise. Et les outils qu'on peut mettre en place, alors on ne va pas tous les énoncer, mais il y a des solutions assez intéressantes, comme par exemple les ateliers de design thinking. On a imaginé la fresque de la data, parce que ça permet notamment de parler, de confronter ses visions, et aussi d'avoir un vrai dialogue, de façon à ce qu'on ait une interaction et non pas une présentation en frontal, où on va rapidement endormir tout le monde, ce qui n'est pas le but du jeu. Oui, il faut vraiment avoir des activités très ludiques Mm. et pas que des présentations, quoi. Mmh. Voilà, donc après, on va passer sur le parcours expert. Et au passage, d'ailleurs, je le rappelle au cas où, hein, si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à lever la main. Tout à Sinon, fait, et vous aurez aussi la présentation puisque, Antoine va passer peut-être un peu vite sur la partie outils. Dans tous les cas, je vous l'envoie juste après. voilà. Donc, pour les experts, puisque là, en fait, les objectifs qu'on a déjà énoncés auparavant, en théorie, devraient être atteints depuis longtemps, sinon on n'aurait pas d'experts. Là, l'enjeu va être différent. Où là, le but, dans un premier temps, ce sera de valoriser leur expertise. Parce que quelque part, ce sont finalement des profils souvent assez rares et qu'on a du mal à trouver sur le marché du travail. Donc, le but, c'est déjà de mettre en valeur ce qu'ils savent faire, de les faire rayonner et en interne et en externe. Ça va permettre de faire quoi en dehors de toute la culture data? Accessoirement, ça les retient aussi. Le but, c'est également de faire partager leurs connaissances, parce que si j'ai quelqu'un qui est génial, qui sait tout faire, mais que personne d'autre n'y a accès, c'est dommage. Donc, le but, c'est pas non plus de leur faire le travail de leurs collègues. Par contre, de créer du support et de les mettre dans une situation où justement le partage de ces connaissances devient facile et aisé, de façon à ce que l'organisation en profite. Et le troisième objectif, si on s'adresse aux experts, ce sera aussi pour remplir leur objectif en termes de compétences, développer des compétences pointues. Peut-être aussi élaborer une feuille de route qui va permettre de dire, on va prendre nos deux, trois experts qui sont là, dans le but d'aller vers de l'intelligence artificielle, d'aller vers du big data, de façon aussi à justement valoriser leur expertise et en tirer pleinement profit. C'est un peu dommage d'avoir une Ferrari en zone 30. Donc, essayons de libérer sa puissance. Et en termes d'outils, on va retrouver des choses qui se ressemblent avec, par exemple, les hackathons qui sont un peu différents, où là, le but, ce sera de leur lancer un challenge et de voir en fait la mise en compétition et comment est-ce qu'ils y arrivent, ce qui souvent finit par un travail d'équipe et non pas une compétition, on va dire, très dure. Pareil pour justement faire fuser les idées et avoir un échange assez intense. Tout comme on peut imaginer un laboratoire d'innovation où on alloue un temps assez régulier pour réfléchir, mettre en place de nouvelles choses et aussi peut-être faire des activités qui ne sont pas directement liées au business. Et idéalement, fonder une communauté d'ambassadeurs de la data, où là, le but, ce sera justement d'embarquer tout le monde et de faire en sorte d'avoir un échange constant au sein de l'entreprise autour des enjeux et des sujets à venir avec la data. Mmh. Merci beaucoup, Antoine. Et enfin, le dernier parcours, donc le parcours, des leaders. Exactement, où là, l'enjeu est encore un petit peu différent. Donc, dans un premier temps, une fois qu'on l'aura défini, il faudra faire en sorte qu'ils s'approprient la vision, que chacun des dirigeants l'ait compris et la porte. Idéalement, on s'est tous mis d'accord et il n'y a personne qui a du mal à la porter. De comprendre aussi, en fait, stratégiquement, quel est l'intérêt des data. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas dans la majorité des sociétés. Mais on le rappelle, la donnée, c'est pas juste un espèce de produit qui transite quelque part. C'est quelque chose qui a réellement de la valeur. Et si on savait le comptabiliser, on le mettrait au bilan, je pense. Et aussi comprendre comment elle crée de la valeur pour l'entreprise tous les jours, finalement. Parce que tous, on envoie un mail, ça produit des données. On rentre un nouveau client, ça produit des données. Donc tout ça, ça a de la valeur. Et donc, comment en tirer profit et comment l'inclure dans la stratégie. Tout comme le but, ce sera également de se mettre d'accord sur comment piloter le changement. Parce que si on veut évoluer vers une culture data-driven, on va forcément avoir du changement. Et qui dit changement dit une certaine manière de résistance, parfois un peu plus forte, un peu moins forte, mais il y en aura toujours au moins un petit peu.
Donc aussi, comment au mieux s'y préparer, de façon à justement ne pas rester devant un mur qui ne veut pas bouger, mais d'arriver à embarquer ses collègues de façon à aller ensemble vers la vision. Mmh. Là, du coup, on a pareil dans les outils, on va retrouver les classiques comme la fresque de la data. Par exemple, des groupes de travail sur des sujets très pointus, tout comme le box du COMEX, qui est finalement un condensé des best practices qui se font aujourd'hui, de façon, en très peu de temps, parce qu'ils n'en ont jamais, leur permettre d'avoir une vision panoramique d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait, parce que ça va aussi alimenter la discussion. Mais en fait, si tout le monde le fait, est-ce que on ne devrait pas nous aussi y réfléchir? Mmh. Et des success stories, quoi, hein. Exactement, ouais. Mmh. Très bien, bah, merci beaucoup Antoine, pour, tous ces parcours. Donc on en vient, à la partie, KPI. Donc comment, on mesure en fait, tout ce comment dire? Ces initiatives data, avec des résultats à la fois tangibles et intangibles? Voilà, donc ce que je vous présente là, ce ne sont que des exemples, hein, qui sont évidemment pas complets, mais qui peuvent, je pense, déjà donner une indication sur comment mesurer le succès ou pas d'ailleurs de son initiative. Ou pareil, on reste dans la segmentation des trois catégories parce qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux. Ou là, sur le volet tangible dans la catégorie tout public, déjà, bah, on peut mesurer le nombre de requêtes de données. Combien de fois est-ce qu'on a demandé aux experts de nous sortir quelque chose? Parce que si la culturation a bien fonctionné, moi, membre tout public utilisateur, je sais me débrouiller. Tout simplement dit, j'ai plus besoin de demander à mes collègues. On le verra également dans le taux d'utilisation des systèmes d'information, parce que la donnée se trouve dans le système d'information. Donc, plus il est utilisé, bah, plus ça veut dire qu'on travaille avec et qu'on se sert en autonomie. On va voir également, bah, idéalement, une baisse des incidences des erreurs. C'est-à-dire que si on arrive à bien acculturer nos collègues, logiquement, ils vont arrêter de faire des fichiers Excel avec V1 jusqu'à V32.5 et ils vont avoir une méthodologie, on va dire, un peu plus structurée pour justement éviter les erreurs de reprise en copier-coller. Tout comme on va avoir aussi une augmentation de la fréquence des mises à jour et surtout dans la maintenance des données. Parce qu'aujourd'hui, on saisit tous des données à longueur de journée. Si on est absolument loin, on va dire, d'une culture data-driven, bon, une erreur, ça arrive, c'est pas grave. Alors que si on a réussi à créer de la conscience que je ne suis pas le seul à l'utiliser, mes collègues en ont besoin, on devrait logiquement aussi voir une baisse des erreurs de saisie parce qu'on y met plus de soins. Mmh. Pour le côté intangible, ben, on va voir le temps moyen de clarification qui va baisser. Comme on s'est mis d'accord sur un référentiel commun, on a besoin de moins de temps pour se dire, mais en fait, quand tu parles de chiffre d'affaires, c'est quoi exactement pour toi? C'est avec ou sans ristourne? Non. On s'est mis d'accord, on sait que le chiffre d'affaires, ça correspond à une définition claire pour notre société, et donc on arrête de discuter de comment tu as trouvé ton chiffre et le mien, il n'est pas pareil. Tout comme on verra idéalement voir monter un nombre d'initiatives data proposées par les employés, puisqu'ils sont devenus ambassadeurs, ils ont pris conscience de l'importance du sujet, et ils vont regarder autour d'eux, en fait, qu'est-ce que je peux faire, avec quoi est-ce que j'interagis, comment est-ce que je peux accélérer, augmenter mon efficacité. Si on regarde dans le volet expert, on va déjà tout simplement voir idéalement augmenter le nombre d'ambassadeurs, donc ça en plus, ça se compte assez facilement, puisqu'ils ont réussi justement à créer une communauté, c'est le deuxième point. Combien de problèmes ne quittent jamais la communauté? Si on imagine des systèmes de type Facebook où je peux poster quelque chose et les collègues répondent, bah, idéalement, il y a collègue A qui répond, demande, pardon, collègue B qui répond, et l'expert, il se dit, bon, bah, nickel, c'est réglé, j'ai pas besoin d'intervenir. Donc, plus on voit ce genre de situation, mieux on peut dire qu'on s'est évolué dans le bon sens. Et les experts, ils vont idéalement aussi bah, continuer à se certifier, à faire valoriser notamment leur expertise dans le but de continuer à rayonner. Et les solutions qu'ils développent, bah, ce ne sera pas des solutions qui prennent la poussière sur l'étagère, mais qui idéalement seront utilisées au quotidien. Sur le volet intangible, bah, quand les collègues leur demanderont quelque chose, l'expression de besoin deviendra plus claire. Comme il y a cette prise de conscience et ce volet homogène de compréhension, bah, en fait, quand je demande quelque chose, je sais comment le formuler et la personne en face comprend tout de suite ce dont j'ai besoin. On va aussi voir une fluidité des projets qui va augmenter. Pourquoi? Parce que l'échange est structuré et on sait tous de quoi on parle. On verra peut-être même une augmentation des initiatives de sensibilisation, pardon, où les collègues entre eux vont commencer à se faire des workshops pour dire bah, en fait, comment est-ce qu'on peut encore améliorer notre interaction avec les données. Du côté leader, dans le tangible, et là aussi il faut être honnête avec soi-même, c'est ça qui est dur, on peut compter le nombre de décisions qu'on a prises basées sur la donnée. On peut également voir à la baisse le temps passé à la production de reporting de ses collègues
qui ne sont plus le vendredi après-midi à la course parce qu'il faut remplir un rapport avant la deadline, mais qui l'ont déjà aisément fait et qui sont tranquillement autour de la machine à café en train de discuter du prochain rapport à produire. On verra également, idéalement, bah, des investissements en outils et technos qui vont augmenter parce que la prise de conscience a entraîné notamment une envie aussi de s'améliorer. Dans le volet intangible, mais ça, surtout, on le verra plus tard, on verra aussi que les décisions sont généralement de qualité supérieure et donc on voit un impact sur la performance de l'entreprise, idéalement dans le bon sens. On devrait voir les collaborateurs plus satisfaits parce qu'ils ne se battent plus avec des données erronées. Et de façon globale, les formations et événements liés aux données seront plus remplis qu'au début. Et le tout étant, c'est ce que vous voyez en bas sur la qualité des données, évidemment, qui est un bénéfice finalement pour les trois catégories, qui par la mise en place d'un programme d'acculturation va forcément se produire et donc finalement être bénéfique à tout le monde. Merci beaucoup, Antoine. Et du coup, bah, notre programme est lancé, il fonctionne. Comment on le pérennise dans le temps? Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 bonnes pratiques, peut-être? Avec grand plaisir, parce que là, le but, c'est pas de faire comme un plouf à la piscine, ça fait des vagues et après ça s'arrête. C'est de faire en sorte justement que ça tienne dans le temps. Donc déjà, je pense que la Data Academy, donc une communauté active et collaborative, a toujours du sens. Même si au début, il y aura un peu d'hésitation parce que les gens n'auront pas envie de sortir du bois et de poser leurs questions devant tout le monde, si on arrive à l'accompagner correctement et y aller de l'exemple, bah, du coup, on va petit à petit créer de l'engagement et un environnement justement qui permet de développer les compétences, peut-être même d'avoir des idées innovatives, mais surtout de garder le dialogue en vie. Hmm. On a évidemment besoin aussi d'un plan de communication, donc celui-là, on le fera dès le début et sur une durée assez longue, de façon à justement aussi continuer à informer les collègues des initiatives qui sont prises, donc notamment si l'équipe expert a remis à jour la base de données X, il faut le dire. Si on est en train de migrer vers un super outil cloud moderne, il faut le dire. Et idéalement, on va aussi mettre en place des événements de type café de la data ou juste data chat, peu importe, de façon à justement permettre l'échange, le dialogue et à créer un environnement où toutes les questions sont permises et il n'y a pas quelque chose qui reste sans réponse. Et de façon plus globale, bah, il y a la mise à jour régulière parce que ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est peut-être plus vrai dans 6 mois parce qu'on a changé de stratégie, parce qu'on s'est fait racheter ou que sais-je, où là, il faut bah, essayer de régulièrement revoir son programme de façon à ce qu'il colle toujours au mieux à la stratégie de l'entreprise et à la direction dans laquelle on a envie d'aller. Super, merci beaucoup. Et pour terminer, peut-être nous partager les bonnes pratiques que tu recommandes et que tu as pu voir en fait Ouais, quand tu as accompagné différents de nos clients. ouais, tout à fait. Donc là, on verra un petit peu de redite avec ce que je viens de dire, mais premier point, c'est vraiment un engagement soutenu dans le temps qui doit être vécu, qui doit être montré, qui doit aussi être vécu par l'exemple. On a besoin aussi d'une communication qui va mettre en valeur les victoires, de façon aussi à montrer les success stories, parce que vous allez toujours trouver des personnes qui vont avoir envie de le faire, d'autres qui seront un peu réticentes. Si vous arrivez à montrer un premier succès, deuxième, troisième, quatrième, c'est un peu comme d'autres sujets. Bah, en fait, quand les autres y arrivent, je me dis, ah, finalement, j'ai quand même envie de tester parce que ça a l'air vachement intéressant. On a besoin de définir très clairement les usages et quels sont les rôles et responsabilités de chacun. Parce que pareil, il n'y a rien de plus frustrant que de se retrouver à devoir faire quelque chose en ayant l'impression que ça ne fait pas partie de mon travail. Donc si on le définit très clairement depuis le début, on arrive généralement à se mettre d'accord et à trouver un fonctionnement qui marche pour tout le monde. On a besoin d'impliquer tout le monde et de co-construire. Donc enfermer les dirigeants pendant une semaine pour qu'ils sortent une feuille de route, ça marche et c'est très rapide. En revanche, pour le faire accepter, souvent c'est compliqué parce qu'évidemment, ils ne voient pas tout. Donc si on arrive à engager les collaborateurs et à le co-construire avec eux, ben, on aura plus ou moins naturellement aussi des porteurs de l'approche et, euh, et une meilleure chance de réussite du projet. Ce que l'on peut faire évidemment aussi, c'est mettre en place des centres d'excellence. Donc ça, j'ai envie de dire, pour des sociétés de taille moyenne, c'est peut-être un peu ambitieux, mais si vous avez les ressources pour, faites-le. Où là, vous pouvez créer bah, le plus classique étant le Data Office, qui est finalement une équipe d'experts pluridisciplinaires dont le seul job, c'est de faire en sorte que la data au sein de la société fonctionne et soit correctement utilisée. Et si on arrive à aller jusque-là, ça veut dire aussi qu'en fait, la data n'a plus aucun problème
puisque j'ai créé une communauté, j'ai une équipe d'experts et tout le monde est conscient qu'il faut l'utiliser. Donc, si on arrive jusqu'à ce stade, on est franchement très très bien en selle pour aller de l'avant et intégrer la data correctement dans sa stratégie. Et à la fin, dans tout ça, surtout pour des sociétés de taille, il faut essayer de rester agile et évolutif, parce que sinon, si on veut tout faire tout de suite et si on vise trop gros dès le début, on va rapidement se dire, ah ouais, mais en fait, vu la taille de l'investissement, non, j'ose pas. Alors que si on reste avec un mindset assez agile et assez, on va dire, flexible, on peut généralement trouver des cas d'usage qui soient pas trop gros, mais suffisamment critiques pour justement, avec un investissement, j'ai envie de dire, un ticket d'entrée qui est raisonnable, pour un impact qui permet de montrer que ça fonctionne. Et une fois qu'on a validé la démarche, bah là, on peut aller plus loin, on peut l'industrialiser, on peut le grossir. Donc aussi, Mmh. n'hésitez pas, si vous avez l'impression que c'est insurmontable, que c'est trop gros, de vous dire, mais en fait, si j'en prenais qu'un morceau que je sais digérer, mais qui est important pour mon business, est-ce que là, je pourrais pas faire quelque chose? Vraiment fonctionner par périmètre, quoi. Mm, tout à fait. Et bah, c'est très clair et avant de passer aux questions, alors, hop, désolée. Chez Limpida, on a conçu une série de workshops, dédiés à vraiment cette partie, initiation à la data literacy, que je vous partagerai par mail également. Donc voilà, il y a plusieurs ateliers variés, notamment, bah, la fresque de la data dont parlait Antoine et tout le descriptif. Et enfin, avant de passer aux questions, juste un petit mot sur Limpida. On a un cabinet de conseil, spécialisé en data, donc on travaille vraiment sur toute la chaîne de valorisation des données, que ce soit sur la gouvernance des données, sur la qualité des données, sur l'acculturation ou même la mise en place de stratégies de données. Voilà, on est là vraiment pour vous accompagner de A à Z et on a des consultants qui ont une double expertise technico-fonctionnelle et métier. Donc, ce qui nous permet de comprendre aussi vos enjeux, business qui sont quand même fondamentaux, qui sont la pierre angulaire de tout, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez lever la main, juste en dessous de votre écran. Peut-être Antoine, si tu veux faire une démo de comment on lève la main. Ça marche également avec la caméra. Ah, ça marche. Voilà. Ou des remarques d'ailleurs, hein. Ou des remarques, voilà, vous pouvez y aller. Bon, du coup, Ah, on a une question, je crois. ouais. Oui, Bonjour alors monsieur, Piquet, votre micro est encore c'est coupé. Ouais, bon. c'est bon. Oui, je pense que c'est bon. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette intervention très intéressante. Une question, enfin deux questions en l'occurrence. La première concerne le sondage de maturité numérique que vous évoquiez. Est-ce que c'est un sondage qui est identique pour l'ensemble des sites que vous avez ou c'est un sondage qui est adapté aux différentes cibles en l'occurrence? Excusez-moi, ça avait un peu coupé le sondage de. Des Oui, maturités, tu sais, d'accord. au début pour, les différentes audiences cibles. Alors là, du coup, c'est quelque chose que l'on tire, j'ai envie de dire, de nos interactions diverses et variées. Donc, il ne se veut pas exhaustif, évidemment, hein, c'est sûr. Après, pour la maturité, en revanche, on a également mis à disposition sur notre site une grille de maturité qui vous permet de vous auto-évaluer, qui est pareil, un peu le condensé de tous ces retours. Non, mais la question, Antoine, je te coupe juste. Je pense que c'est plus, est-ce que, tu sais, il y a une auto-évaluation de la maturité data de chaque audience. Ah, Est-ce qu'il faut faire une évaluation par audience type ou une évaluation globale? alors, Vous me dites si je me trompe, hein, monsieur Non, Turki? c'est bien ça, effectivement, tout à fait. Ouais, ouais. Ça fait pour ok, les bah, coupures, j'ai pris le réseau. désolé, j'étais à côté alors. Alors, je pense que idéalement, les deux sont opportuns parce que ça permet aussi de les confronter, puisque si on fait une évaluation de la société dans son ensemble, quelqu'un réputé être fin connaisseur va la faire. Et confronter ça avec l'auto-évaluation de certains représentants au sein des collaborateurs, ça permet aussi déjà de se rendre compte, en fait, est-ce qu'on est d'accord sur là où on en est ou pas. Et idéalement, je pense aussi que une fois qu'on a défini ces audiences, il faut ce travail de savoir où est-ce qu'on en est, parce qu'elles seront forcément pas au même endroit. Je pense que si c'est le cas, c'est un heureux hasard, mais je pense pas forcément que ça arrive très souvent. Très bien, merci. Alors j'en profite pour la deuxième question, pardonnez-moi. Ça concerne la culturation en tant que telle. Est-ce que vous pensez que la définition d'un socle commun de connaissances et de compétences est pertinent? C'est un travail sur lequel, que je mène actuellement d'ailleurs, hein, mais effectivement, dans la mesure où une même cible, il y a une diversité en fait de compétences et de niveaux. La maturité numérique n'est pas la même pour l'ensemble des personnes d'une même cible. Et donc, en l'occurrence, est-ce que pour vous, un socle commun de connaissances et compétences est essentiel ou important?
Alors, je pense que c'est tout à fait essentiel, oui. Parce que relativement peu importe le niveau de maturité, il y a quand même des concepts qui ne changent pas. Et donc, en fait, si je suis face typiquement à des personnes qui sont au tout début de leur voyage, on va peut-être pas forcément parler de concepts super poussés autour de l'intelligence artificielle et de comment l'intégrer. Ce qui veut simplement dire que cette notion n'est pas encore importante. En revanche, des notions qui sont tout le temps utilisées comme, bah, par exemple, qu'est-ce que c'est la donnée? Dans quel système d'information est-ce qu'on se trouve? Ça, je pense que être bien d'accord de quoi est-ce qu'on parle, ça, c'est pour moi le point de départ du voyage, puisque sinon, on va continuer à avoir des échanges pour clarifier ce qu'on essaie, pardon, ce que l'on essaye de se dire, ce qui est dommage, puisque c'est pas ça le fond de ce sur quoi on a envie d'échanger. Donc oui, je pense que c'est absolument essentiel. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, on est encore là. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. On reviendra très prochainement avec d'autres webinaires, d'autres thématiques aussi, toujours sur la donnée. N'hésitez pas à nous contacter et je vous envoie le mail en suivant avec le replay de notre webinaire et la présentation. Très bonne journée. Au revoir à tous. Coucou à tous, très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.